Bismillah. Mai 1970. J'avais réussi, quelques mois auparavant, le concours d'internat des hôpitaux. Ne sachant pas trop ce que cela représentait, ma grand-mère m'avait demandé: Tu dormiras à l'hôpital maintenant que tu n'es plus externe? Pourtant, elle avait compris, à ma grande surprise, qu'il fallait qu'elle soit fière de son petit-fils préféré. À la suite de saignements, elle subit une opération gynécologique pratiquée par un chirurgien maladroit et inconséquent qui lui enleva le corps de l'utérus en lui laissant le col. Le cancer du corps de l'utérus était alors plus fréquent chez les femmes de son âge. Elle allait développer sur le col restant un cancer très invasif qui généralisait. Amaigrie, fatiguée, montant difficilement l'escalier jusqu'au 5e étage où se trouvait son appartement, le teint jaunâtre, elle ne se plaignait néanmoins jamais et continuait à travailler. Elle fut prise en charge de façon remarquable par le professeur Laurent Pedignelli, chef de service à Toulon, qui accueillit le jeune interne que j'étais alors. Il me racontait des histoires de son propre internat, dans une relation de filiation et de transmission d'aîné à novice. Alors qu'Eugénie n'était plus sensible à la moindre action thérapeutique, il me dit: Je crois qu'il va falloir l'aider à passer le cap. J'ai accepté, bien sûr. Elle a été soutenue, accompagnée et soulagée à la fin de sa vie par des perfusions de morphine. Les réactions familiales ont été étonnantes. Ma mère est restée à côté de moi, près de sa mère, la regardant très intensément. Ma tante, plus extravertie, a essayé d'entrer dans la chambre avec un crucifix pour que ma grand-mère l'embrasse. Mais ma mère l'a repoussé manu militari, jusque dans le couloir avec son objet religieux. Mon oncle, moyennement courageux, a fui et s'est précipité dans l'appartement de ma grand-mère pour médicaliser sa chambre le plus possible. Il a planté des crochets dans le mur pour y suspendre les ballons de perfusion. En même temps, en évoquant ma grand-mère, il criait: Elle tient toujours, elle tient toujours. Eugénie est passée dans l'éternité sous morphine. Je lui ai dit peu auparavant qu'on allait l'endormir pour pouvoir l'opérer. Elle m'a regardé en souriant et m'a adressé les derniers mots de sa vie. J'espère que ce n'est pas toi parce que tu débutes. Elle avait compris. Quelques 40 ans plus tard, il va falloir que je déterre Mémé. Le cimetière central m'a informé que la concession arrivait à terme. J'ai le vague souvenir que ma mère, aujourd'hui disparue, s'était occupée de ces formalités, mais le temps a passé. Dans ce caveau, ils sont nombreux, les enfants du frère d'Eugénie, jumeaux emportés par une méningite, les frères de ma grand-mère et leurs femmes, et même mon arrière-grand-mère dont il ne reste qu'un portrait, une photo en noir et blanc, dans un cadre doré avec ses bijoux d'apparat, le regard planté sur l'objectif. Tandis que je me rends à la mairie pour les modalités pratiques, affleurent des souvenirs enfouis depuis longtemps, depuis la mort d'Eugénie en 1970. J'ai toujours été impressionné par le fait que ma grand-mère était née en 1892, en un autre siècle. Elle avait traversé les deux guerres, s'était trouvée 2 fois veuve, un grand mystère planait sur ses maris. Elle avait élevé seule 3 enfants, ma mère, ma tante et mon oncle, se permettant d'adopter en plus Berthe, ma tante préférée. J'admirais son courage car, à l'âge de 16 ans, elle avait décidé d'émigrer de Ligurie en France. Certes, la distance qui sépare les deux pays n'est pas énorme, 250 kilomètres, mais cela impliquait un changement de vie, d'état et de pensée. Du fin fond de mon enfance, elle m'apparaît vieille, toujours vêtue de noir, respectant la tradition. Elle régnait sur son magnifique blanc de fruits et légumes et l'intersection de la rue de l'Orgue, de la rue de la Fayette et du cours du même nom à Toulon. J'essaie de retrouver mon premier souvenir la concernant, qui se situe à l'évidence dans sa cuisine, un lieu central et essentiel de son appartement. À l'étage supérieur, il n'y avait que des mansardes, desservies par un escalier en bois avec une verrière. De chez elle, par un vasistas, on apercevait une publicité peinte sur le mur d'en face, représentant un garçon de café tenant un plateau en équilibre, dans un moment figé pour l'éternité. La clé de l'appartement ressemblait à une poupée plate, blanche et usée,
Elle permettait, une fois passé le petit corridor, d'accéder à la cuisine et à un minuscule séjour avec une alcôve, lieu d'habitat de mon oncle lorsqu'il revenait de Paris. Le vestibule desservait la chambre d'Eugénie et un balcon. Il donnait sur le cours Lafayette et sur le mont Faron, qui domine la ville. Au rez-de-chaussée se trouvait une épicerie de produits exotiques provenant des anciennes colonies, d'Asie et même d'Italie, et un magasin d'instruments musicaux qui commercialisait également des tourne-disques. Au premier étage de l'ensemble d'en face, une flèche rouge indiquait l'abri où il fallait se réfugier en cas de bombardement. La cuisine était meublée d'un vieux bahut double corps, de qualité fragile. Sur la vitre de droite étaient placardées quelques photos de sa mère, de son enfance. Les hommes ont décidément peu de place ici. Il supportait aussi un vieux réveil qu'il fallait remonter tous les jours et une radio grâce à laquelle Eugénie écoutait de temps en temps les informations, sans s'y intéresser vraiment. Le reste du mobilier était constitué d'une table et de 2 chaises paillées, dont une m'était destinée, et qui, tous les 10 ans, était restaurée par le même rempailleur. Il y avait également une pile, c'est ainsi qu'on désigne les éviers en pierre, en Provence, surmonté d'un vasistas et un poêle à bois qu'il fallait repeindre en gris tous les ans, ce dont j'eus la charge en grandissant. Entre la pile et le poêle, dont la face flamboyante me fascinait, pendait un torchon. Je confesse qu'à 2 reprises j'ai mis le feu à l'appartement en collant le textile contre la paroi du poêle pour en accélérer le séchage. Après le premier incendie, il a fallu simplement repeindre la pièce, mais lors du second, terrorisé, je me suis réfugié sous le bahut. Je fus sauvé par l'eau du tube servant à nos ablutions qui permit d'éteindre le feu. En écrivant ces lignes, je viens de comprendre pourquoi, à l'inverse de nombreux petits garçons, je n'ai jamais voulu être pompier. Toujours dans la cuisine se trouvait un minuscule WC avec un fenestron donnant sur l'escalier, en bois qui menait en mansarde. Le vaste placard mitoyen était incroyablement mystérieux. Lorsqu'elle confectionnait des raviolis à la main, Eugénie déposait sur les étagères les petits carrés de pâte qui, en séchant, devenaient succulents. La pièce était toute blanche de farine. Les raviolis étaient aromatisés à la persa, origan de Portofino, dont un plan vivait, ou plutôt survivait, sur le balcon, provenant de Valoria ou d'Imperia, ville dont ma grand-mère était originaire. Un pilon très ancien trônait, fendu sur le côté mais encore utilisable. Il servait à écraser les pignons de pain, les pinoli, pour les sauces rouges, les alouettes sans tête et aussi les cerises à l'eau de vie. Une merveille. On m'en donnait bien volontiers une, mais j'en voulais systématiquement d'autres. Les pots qui les renfermaient me paraissaient énormes, et en les dérobant, je savais que je me lançais dans une conduite à risque. 4 à 5 fiasques d'huile complétaient ce trésor, car la famille possédait une oliveraie et nous offrait ce liquide précieux lors de nos voyages en Ligurie. On remplissait à l'eau du robinet les verres de sirop d'orgeat et de limonade, rafraîchis par les blocs de glace avant même l'époque du frigidaire. Assis sur ma chaise, au milieu de la table, je sentais sur moi le regard d'Eugénie, empli de fierté lorsque je dessinais ou que j'écrivais. Toute autre personne était exclue de la relation que nous avions. J'avais la chance, une nuit, d'habiter au 3e étage dans le même immeuble du cours. Lafayette, une voisine surnommée Tata Nourri, vivait à l'étage du dessus et je pourrais aller au 5e chez Eugénie quand je le voulais, sans autorisation, avec la certitude d'y être toujours bien accueilli. Cette relation silencieuse que j'ai eue avec ma grand-mère s'explique sans doute par la vie difficile que fut la sienne. Je me souviens qu'elle m'observait et je sentais le poids de ses pensées. Elle m'a toujours fait confiance, en dépit de mon penchant pour la pyromanie. Si elle se livrait peu, elle s'intéressait à mes découvertes. Je sais qu'elle projetait sur moi tous les rêves qu'elle n'avait pu réaliser. J'acceptais parfaitement ce type de relation. Je ne lui demandais pas de me raconter des histoires, mais je percevais notre grande complicité. Voici une anecdote significative. Adolescent, lorsque les astronautes avaient à l'Uni, j'étais monté voir ma grand-mère au petit matin pour lui dire l'extraordinaire émotion ressentie.
Ce n'est pas possible d'aller sur la Lune, avait-elle répondu. On ne discute pas avec ce type de femme. Ce qu'elle m'a transmis a surtout été oral et culinaire. Je me souviens encore du goût fabuleux de ses anchois au sel rouge qu'elle préparait chaque année. Toute ma vie, au cours de mes pérégrinations en Italie, j'ai cherché à retrouver cette saveur. Notre plat identitaire de Ligurie était la pasta al pesto, au basilic. Les plants de cet aromate étaient cultivés sur le balcon et j'étais chargé d'en découper au ciseau une quantité de feuilles bien précise. Puis je les concassais dans le pilon avec l'ail, l'huile d'olive et les morceaux de parmesan découpés au couteau. Sans oublier les pignons, il y en avait toujours un sac plein dans le placard, provenant des récoltes de Ligurie. Les pâtes étaient faites à la main. Je me souviens de l'habilité d'Eugénie à maintenir l'œuf au cours de la farine et à transformer la pâte en une petite boule qui allait passer dans les grilles de l'Imperia. Du nom de la machine, elle en sortait des lamelles qu'elle jetait sur le torchon propre, près de la pile avant de les faire cuire. L'eau était toujours bouillante sur le poêle. Les pâtes al dente arrivaient dans mon assiette, accompagnées du pesto que j'avais moi-même préparé. J'avais même droit à un verre de vin rouge, bien entendu coupé d'eau. Pourtant, les spécialités culinaires de la famille n'étaient pas les pâtes au pesto, mais les langoustes, le Saint-Pierre, le chapon et les rougets. Le Saint-Pierre était cuisiné dans le four du boulanger du quartier, à la toulonnaise, avec des pommes de terre nouvelles et des capres au sel sur un lit de citron, qui à l'époque n'était jamais traité. Me revient l'image de mon père au coin de la rue Alézard, portant des citrons qu'il vendait à la criée. La légende raconte que le Christ, alayhi salam, avait eu une envie de poisson et que Saint-Pierre en avait attrapé un qui portait la trace de ses deux doigts. Les laïcs de ma famille critiquaient cette croyance insensée. Ma grand-mère farcissait les chapons de pain de mie et de moutarde et leur goût était savoureux. Mais je préférais les rougets accompagnés de petits morceaux de pain, imbibés d'huile d'olive et nappés de leur foie écrasé. Lorsque nous recevions au 5e étage du cours Lafayette, ma grand-mère se rendait rue de la cathédrale chez Clarisse, la poissonnière, pour lui commander les langoustes. Dans son enfance, ces crustacés étaient nombreux sur les étals des pêcheurs de Ligurie. Eugénie m'avait confié l'audace d'un de ses cousins, Germain, Angoulin, qui s'était bâti un cabanon sur la jetée d'Onneglia, ville jumelle de Porto Maurizio. Sans permis de construire, il avait un vrai talent de conteur, de battleur et de pêcheur. Pas bête, il invitait quelques notables de la cité, des politiques, des commerçants, des patrons, mais peu d'autorités religieuses car la famille était très laïque. Ceux-ci venaient déguster des fritures dans son palais de planches au bord de l'eau. Au milieu de ses hôtes, il y avait toujours son frère, Nana, pêcheur virtuose et dirigeant syndicaliste, qui le fournissait en champignons. Au printemps, Angoulin espionnait Nana pour découvrir où poussaient ses merveilles. Mais ce sachant surveiller, l'autre partait dans de fausses directions et Angoulin n'a jamais réussi à percer ce secret. Pourtant, ces champignons se trouvaient tout près de sa cabane, sur le terre-plein de l'autre côté du môle. Revenons aux langoustes. Elles étaient cuisinées à l'armoricaine. En Corse, j'ai dégusté beaucoup de langoustes grillées, mais je garde la nostalgie de la façon dont ma grand-mère les préparait. Un jour, elle reçut ses amis d'hier, épicière sous la tour du Templier de la vieille ville. La patronne de l'épicerie était la veuve d'un épouvantable napolitain qui me terrorisait. Aussi, je fus ravi de sa disparition, preuve que les enfants peuvent apprécier une perte. La sœur de cette femme était aveugle et capricieuse, et ma grand-mère la détestait. Nous avions imaginé tous les deux une farce terrible, laisser croire à l'aveugle qu'elle avait fait tomber la langouste de son assiette. Nous avons ri très fort, mais notre méchanceté nous a permis de mieux accepter l'antipathie que nous éprouvions vis-à-vis de la non-voyante. Il a fallu que je travaille de nombreuses années pour comprendre la contre-transfert en psychiatrie. Ce jour-là, la fête était double. Eugénie recevait aussi une cousine qui, par son union, s'était élevée socialement. Les carrés de raviolis recouverts d'un drap et disposés sur les planches occupaient le séjour, car la cuisine était trop petite.
Nous étions 6 à table, ma grand-mère et moi, l'aveugle et sa sœur, la cousine et son riche mari. L'arrivée des langoustes fut le clou du repas. Elles étaient réellement savoureuses. Baignant dans la sauce armoricaine, il y en avait 12 ans de chaudron sur le poêle. Les couverts en argent des 2 trousseaux de ma grand-mère, qui s'était mariée 2 fois, étaient de sortie. Sur la table trônaient également les verres à Porto, un peu petits mais en cristal, offerts par Tata Nouri, qui les tenait de son amant banquier à Marseille. J'admirais ma grand-mère, elle me faisait participer à tout, je l'aidais même à porter le chaudron. C'est à ce moment sacré que la cousine commit une erreur fatale. Elle déclara qu'elle mangeait souvent ce plat avec son mari. Ma grand-mère la foudroya de regard et commenta. Tu sais, petite, le mortier sent toujours l'ail. La renvoyant à ses origines qu'elle faisait semblant d'avoir oubliées, je remercie encore Eugénie pour ces mots.